Je trouve ça hyper stimulant intellectuellement d'être constamment en mode découverte. Un peu comme vous faites votre voyage autour du monde pour être constamment en train de découvrir de nouvelles choses. Moi, je suis un collectionneur de premières fois. J'adore les premières fois. Je trouve qu'il y a rien de plus beau que faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. C'est cette espèce des papillons dans le ventre, tu sais pas à quoi tu vas t'attendre, et puis tu as toujours une surprise. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Mais je trouve que c'est le sel de la vie. On vit qu'une fois, il n'y a pas de remboursement à la fin si t'es pas content du voyage. C'est d'en profiter au maximum. Et ma façon à moi de vivre cette découverte constante, c'est d'essayer d'accumuler le nombre de premières fois. Donc, d'où changement de pays, changement de culture, changement de boulot. Mais hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci de m'avoir. Pour commencer ce nouvel épisode, je vais te laisser te présenter, m'expliquer qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, et également ton parcours avec tes origines. D'où viens-tu? Ok. Donc, avec qui je suis, Jérôme Debac. Je travaille aujourd'hui pour une compagnie canadienne qui s'appelle Moment Factory, qui est basée à Montréal. Mes origines, je suis né et j'ai grandi à Paris. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient des grands voyageurs, donc ça m'a donné très vite le virus. J'ai énormément voyagé depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Et puis, je m'étais promis, juré, craché qu'avant la quarantaine, j'irais vivre en Australie. Okay. Donc, en 2010, j'ai pris ma famille, on a acheté des one-way tickets, et puis on a débarqué ici avec un visa étudiant, pas de boulot, pas de logement, et 2 enfants en bas âge. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Okay. Et ça fait une quinzaine d'années qu'on est dans la région. On a vécu en Australie, à Hong Kong, à Singapour, et nos enfants ont grandi. Mais on est toujours très heureux d'être ici. Voilà. Super. Qu'est-ce qui t'a attiré? Tu disais, avant mes 40 ans, je m'étais juré que je partirais en Australie. Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'expatriation? Alors en fait, il y a 2 choses. Il y a d'abord, moi j'adore l'océan. Je fais du surf, du bateau, de la pêche. Et donc mon rêve, c'était de vivre au bord de la mer. Okay. Et puis j'étais venu en Australie 2 fois déjà. Et j'avais adoré le pays parce que j'avais vu en gros les gens lors du lunch break qui allaient faire du surf. Et je m'étais dit, c'est un lifestyle qui m'irait très très bien. Donc mon rêve, c'était de venir ici pour pouvoir vivre au bord de la mer, vivre dans un pays où il y a un niveau de stress qui est quand même très différent de ce qu'on connaît, je dirais, dans les grandes villes européennes. Et puis vivre dans un environnement aussi qui est très tourné vers la nature. Donc l'Australie, il y a un côté très immersif justement. Et les oiseaux, les animaux sont partout. Tu vas à la plage, tu vois des dauphins, parfois des baleines. Donc tout ça, je trouvais que c'était une qualité de vie en fait que j'avais du mal à imaginer dans une grande ville européenne. Donc voilà, on est venu. Puis l'aventure aussi, le fait de partir à l'autre bout du monde, de découvrir une autre société, ça faisait partie des choses qui étaient excitantes. Maintenant, je pense qu'il faut être un petit peu inconscient et naïf pour partir à l'autre bout du monde, je dirais, sans énormément de préparation. Mais ça fait partie aussi de la joie de se jeter à l'eau et puis ensuite de voir comment les choses évoluent. Tu parles de sans préparation. Comment vous avez préparé ça? À l'origine, on cherchait un moyen de venir et puis avoir un visa qui permette de vivre et de travailler en Australie, c'est pas si facile que ça. T'as un certain nombre de conditions, t'as différents types de visas. Et à l'époque, ce qu'on avait trouvé le plus facile et efficace, c'était un visa étudiant. Ma femme voulait changer de carrière et elle était ingénieure en électronique et elle voulait devenir maîtresse d'école. Et donc, en fait, la passerelle qu'on a trouvée, c'est qu'elle s'est inscrite à l'université ici en master d'éducation. Et du coup, ça nous a donné un visa à toute la famille. Et puis elle, ça lui a donné le moyen d'apprendre un nouveau métier qu'elle fait maintenant depuis une dizaine d'années qu'elle adore. Mais voilà, c'était le scénario qu'on avait trouvé, qui a fonctionné pour nous. Maintenant, il y a plein d'autres gens qui ont d'autres passerelles, mais nous, c'était celui qu'on avait trouvé le plus, je dirais, efficace en termes de timing et puis en termes de procédé. Ok. Vous passez 6 ans à Sydney de 2010 à 2016.
C'est ça. Après, vous allez à Hong Kong pendant 3 ans, vous allez passer par Singapour pendant 2 ans et vous allez revenir en Australie. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer les chocs culturels? Parce que tu as passé des civilisations et des cultures australiennes, singapouriennes, la culture d'Hong Kong avec l'influence de la Chine. Comment est-ce que tu le résumes ça aujourd'hui avec toutes tes années d'expérience? Dur à résumer parce que Ouais. c'est extrêmement complexe. Hein. Toi qui as vécu au Vietnam, tu sais que il y a pas, enfin, une culture peut pas se résumer à une chose. C'est Tout à fait. une multitude de facettes. Je dirais que le premier choc culturel arrivé en Australie, je pensais naïvement que comme c'était un pays blanc entre guillemets, en tout cas à dominance caucasienne, ce serait facile. En fait, pas du tout. Je dirais c'est même le piège d'un pays comme l'Australie, c'est que tu penses que ça va être facile parce que ça ressemble à l'Europe. En fait, c'est pas du tout l'Europe. Déjà, le premier choc culturel, c'est que c'est un monde anglo-saxon. Donc, entre la France et le monde anglo-saxon, il y a déjà un premier gap. C'est un peu comme si quelqu'un allait vivre à Londres. Je pense qu'il y aurait un choc culturel aussi. La façon de travailler, les relations sociales entre les gens, même les relations sociales entre les genres, tu vois, hommes et femmes. Ici, les gens font plein de choses séparément. Tu vois, les hommes partent en week-end entre potes, les femmes partent entre copines. Il y a beaucoup moins de mélange mixte. Ils font beaucoup moins de choses ensemble. Et t'as même encore plein d'écoles de garçons, écoles de filles. Oui. Tu vois, la mixité scolaire est pas aussi répandue qu'elle pourrait l'être en France. Donc ça, c'était mon premier choc culturel, c'est m'adapter à une culture que je pensais être proche de la mienne, qui en fait ne l'était pas du tout. Et ça se manifeste par plein d'aspects. Par exemple, dans le cadre du travail, moi, j'adore faire des blagues. J'aime bien, tu vois, l'humour sarcastique. Ici, ça passe pas du tout. C'est-à-dire, le sarcasme, c'est pas un humour australien. Et au début, les gens regardaient vraiment en point en disant, mais pourquoi il dit ça? Et à un moment, un de mes collègues il me dit, tu sais, la façon dont tu fais des blagues, c'est pas approprié dans le cadre du travail. Donc, j'ai dû, en fait, m'adapter à un environnement social qui était très différent de celui auquel j'avais été habitué toute ma vie. La façon de travailler aussi est très différente. Les Australiens sont très professionnels. Ils bossent de 8 ou 9 heures du matin à 5-6 heures du soir. Par contre, ils protègent énormément leur vie personnelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fini leurs heures de bureau, ils ferment le laptop, ils rentrent chez eux, ils ont une vie de famille et tu vas pas les emmerder pendant leur temps libre. Alors que la vie que j'avais connue à Paris, c'était tu bossais parfois jusqu'à 10 heures du soir, tu rentrais chez toi, tu continuais de bosser. Il y avait un côté non-stop, un peu qui phagocyte un peu ta vie personnelle. Et en fait, ce que j'admire dans la société australienne, c'est qu'ils ont tracé une ligne très stricte. Ils disent non, nous on doit respecter notre vie privée et quelque part, ils ont inventé une société où il y a moins de stress parce qu'il y a justement cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc ça, c'est les aspects principaux de la culture australienne. Après, il y a plein d'autres aspects que je trouve hyper sympas. C'est un pays très outdoor, les gens font beaucoup de sport, aiment beaucoup la nature, etc. Donc si ça, c'est aligné avec des valeurs qui sont propres à ce que toi tu aimes, c'est plus facile de fit in. Ouais. Après, il y a des aspects que, en tant qu'Européens, on peut trouver plus difficiles à gérer. Par exemple, la culture. Nous, on accorde énormément d'importance aux arts, à la culture, à la créativité. C'est pas toujours le cas ici. C'est un pays qui vit sur l'argent des mines, de l'éducation tertiaire et puis de l'agriculture. Donc, il y a un niveau de raffinement, je dirais, qui est pas équivalent à ce qu'on connaîtra en Europe. Donc, pour certains Européens, ça peut être un peu choquant. Après, c'est aussi à toi de faire les démarches pour trouver les choses qui t'intéressent dans la culture australienne. Et puis, pas essayer de reproduire ce que tu avais à la maison, parce que si tu viens à l'autre bout du monde, c'est aussi pour vivre des choses différentes. Donc ça, c'est pour le volet australien. Oui. Après, Hong Kong, monde complètement différent. Hong Kong, c'était en 2016 à 2019. Donc là, déjà, une grosse mainmise de la Chine qui commençait à prendre de l'ampleur. Il y avait les manifestations des étudiants, donc une ambiance un peu anxiogène. Nous, on a été extrêmement privilégiés parce qu'on a vécu dans des conditions extraordinaires. On habitait sur un bateau dans une marina, donc un houseboat. Du coup, on était complètement dans une bulle. Mais en termes de société et de monde du travail, ça a été un deuxième choc pour moi, venant d'Australie où les gens sont très joviaux, où tu vois tous les jours tu vas bouffer avec tes collègues de bureau, le vendredi tu vas boire un coup avec tes collègues du bureau, parfois tu fais même des activités en dehors du bureau avec tes collègues. Hong Kong, c'était l'opposé, c'est-à-dire j'ai monté là-bas une équipe
Et j'avais un expat et tout le reste de mon équipe, c'était des Hongkongais. Les Hongkongais, ils sont pas du tout social. Ils te disent pas bonjour le matin, ils te disent pas au revoir le soir. Ils veulent pas bouffer avec toi, même si tu leur proposes. Ils viennent, ils font leur boulot, ils ont la tête dans leur écran. Ils veulent surtout pas que tu leur parles ou ils veulent surtout pas te parler. Donc c'était vraiment, je dirais, presque l'extrême opposé entre la culture australienne très très friendly et la culture hongkongaise. Et puis en plus de ça, les Hongkongais, l'anglais n'est pas leur langue natale, c'est pas ma langue natale, mais eux, ils ont un vrai complexe par rapport à ça. Ils ont peur de perdre la face, qui est quelque chose de très asiatique. Et du coup, au début, moi, j'organisais des réunions de brainstorming où l'idée, c'était que chacun parle de ses idées puis qu'on mette tout ça sur des post-it sur le mur. Et en fait, personne prenait la parole. Donc, en fait, c'était un flop complet. Et en fait, les Hongkongais, pour les investir dans ce type de discussion, il fallait les prendre en one-on-one, dans certaines circonstances où ils se sentaient à l'aise, pas jugés, etc. Donc, et puis t'as le poids de la hiérarchie aussi, dans les cultures asiatiques et chinoises plus particulièrement. Le boss, c'est une espèce une personne intouchable à qui il faut obéir. Et donc, faire ami avec le boss, c'est pas quelque chose qui leur vient naturel. Paradoxalement, j'avais un de mes employés qui venait de mainland China, qui venait de Shanghai, et lui était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus extraverti, plus communicatif. C'était un jeune gars avec plein d'ambition, et c'était celui qui était je dirais, le plus agréable en tant que collègue, parce que lui, par exemple, venait manger avec moi. Donc ça, c'est Hong Kong. Hong Kong, vraiment un choc culturel, en plus de la langue, en plus de, je dirais, une société aussi très hiérarchisée. Tu as des gens très très riches à Hong Kong, des gens très très pauvres. Je crois que c'est un des pays où l'écart entre les riches et les pauvres est le plus élevé sur la planète. Et puis surtout, tu as une classe moyenne au milieu qui est complètement compressée par un modèle économique qui est pas du tout favorable. Donc les gens vivent chez leurs parents jusqu'à 30-35 ans, même s'ils sont mariés, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un logement. Donc ça, c'est aussi, tu sens, tu as une espèce de poids à Hong Kong. Après, la vie d'expat à Hong Kong est géniale. Pour sortir, pour faire la fête, il y a plein de trucs sympas. La communauté expat est très riche, très diverse. Donc, on s'est fait des super bons amis. Ça, j'ai adoré. Et puis après, Singapour, c'est, je dirais, l'Asie pour les débutants. C'est vraiment un pays absolument génial parce que tout fonctionne comme sur des roulettes. C'est un des pays les mieux organisés de la planète. C'est un des pays les plus safe de la planète. Tu peux laisser ton portefeuille sur le comptoir d'un bar, tu reviens le lendemain, il n'aura pas bougé. C'est des gens très intelligents, les Singapouriens. En fait, ils ont investi dans l'éducation, la santé et puis, en gros, la matière grise, parce qu'ils n'avaient pas de matière première. Et ils ont fait une société hyper élitiste, hyper compétitive, mais dans le bon sens du terme. Tout le monde parle un anglais absolument parfait, puisque c'est une langue obligatoire au niveau national. Et en même temps, c'est un pays multiculturel. T'as plusieurs ethnies. T'as des Chinois, des Indiens, des Malaisiens et puis des Occidentaux. Et par exemple, quand tu prends le métro, tout est dans les 4 langues. Tout ce qui est service public est dans les 4 langues principales des ethnies qui composent la société. Donc j'ai trouvé que c'était un pays extrêmement intéressant, économiquement super dynamique. Socialement, les Singapouriens, c'est des gens qui travaillent beaucoup, work hard, play hard. Mais par contre, ils voyagent énormément, donc ils ont une énorme ouverture culturelle, ils connaissent plein de choses, ils sont très curieux. J'ai eu aucun mal à me faire des amis singapouriens ou des amis à Singapour, alors qu'à Hong Kong, ça a été vraiment difficile, à part les expats. Et alors, pour boucler la boucle, en Australie, c'est très difficile de se faire vraiment ami avec des Australiens. C'est-à-dire que tu peux te faire très facilement des amis dans la communauté des expatriés ou des immigrants comme nous, des gens qui ont décidé de bouger de façon définitive. Mais l'Australien pure souche, je dirais, il fait ses potes à l'école, peut-être même à l'université, mais c'est quasiment à l'école. Et ceux qui partent pas vivre dans d'autres pays, qui restent dans, je dirais, l'endroit où ils sont nés et ont grandi, vont avoir un cercle d'amis qui est leur cercle d'amis qui les suit depuis toujours. Donc quand toi t'arrives en tant qu'étranger, tu vas te faire des connaissances, mais tu vas pas te faire des amis proches, tu vois, genre la personne que t'appelles à 2h du matin quand t'as un coup de blues, ça va pas être un Australien. T'as des amis de boulot, des collègues, mais t'as pas un vrai ami proche comme tu pourrais avoir quand tu rencontres quelqu'un avec qui il y a un fil parfait. Okay.
Même ça, encore aujourd'hui, tu le ressens. Ouais, et c'est pas que nous, j'en ai discuté avec d'autres amis expatriés ou migrants, parce que nous, on se considère plus comme des immigrés maintenant que des expatriés, vu qu'on a la nationalité. Et ils m'ont tous dit la même chose. J'ai pas un ami australien. Donc, tu fais des bonnes connaissances, des gens, mais t'as pas cette connexion un peu spéciale que t'as avec quelqu'un qui est ton meilleur pote, que tu qualifierais comme ton meilleur pote. Ça, non, on n'a jamais réussi. Ouais, j'en discutais avec Ingrid Picard qui m'expliquait justement dans un précédent épisode, l'épisode 45 des Leaders sans frontières, où elle m'expliquait justement que tu fais tout ton réseau au collège, lycée, et qu'après tu le gardes pour la vie, c'est ce que tu expliques. Et donc, contrairement à la France où nous c'est ton réseau école d'ingénieur et école de commerce qui reste tes amis. Et tu sors pas de cette bulle-là. Les Australiens ne sortent pas de cette bulle-là qu'ils ont depuis le collège et qui veut aujourd'hui la difficulté. Ok. Tu viens de parler des différentes cultures dans lesquelles tu as évolué. Il y a notamment aussi une entreprise où tu as évolué dans différentes cultures. C'est Spinifex. Tu étais en Australie en 2010 et après en 2016 tu deviens managing director et c'est là où vous partez à Hong Kong. C'est ça. Comment est-ce que tu as fait en tant que managing director quand tu arrives à Hong Kong, justement pour adapter la culture de l'entreprise et engager les collaborateurs? Parce que tu l'as expliqué très justement il y a quelques minutes, on motive pas, on communique pas et on travaille pas de la même façon en Australie et à Hong Kong. Donc comment est-ce que tu as fait face à ce challenge-là? Bah, j'ai galéré. C'était vraiment difficile. Écoute, comme je te dis, venant d'Australie, j'avais une idée préconçue de la nature des relations entre les employés ou les collègues. Ouais. Donc ça a été ma première déception, c'est que en recrutant localement, il fallait que j'adapte la méthode de management à la culture locale. Donc ça m'a pris 6 à 12 mois pour arriver à décortiquer en fait la façon dont ça fonctionnait, parce que le cerveau, il a un niveau d'agilité, mais nos habitudes et nos émotions prennent un peu plus de temps à s'adapter. Et puis il fallait comprendre aussi la mécanique, en plus de s'adapter à une société, à un nouvel environnement. Quand tu changes de pays, tu sais, puisque tu l'as vécu, que c'est pas juste un changement physique, c'est tu dois tout réapprendre. Tu dois réapprendre la médecine. Tu vois comment fonctionne le système médical si jamais tu dois aller à l'hôpital emmener tes enfants voir le docteur. Tu dois apprendre le système bancaire, le système de transport public, et puis même les codes de société. Donc, ce qui a été compliqué, c'est que Spinifex est une compagnie australienne, mais en fait, on a été racheté par un groupe américain basé à Los Angeles. Et donc, en fait, on avait 3 cultures voire 4 si on compte ma culture française, mais on était une boîte créative australienne qui ouvrait un bureau à Hong Kong avec un leadership américain, et on travaillait sur des projets dans toute l'Asie. Donc nos clients étaient au Japon, en Chine, à Hong Kong, etc. Donc comment j'ai fait? Honnêtement, j'ai dû flex au maximum, c'est-à-dire éliminer de mes mauvaises habitudes tout ce qui était un point de friction, et puis m'adapter, je dirais, au mode de fonctionnement de mes collègues, tout en essayant quand même de préserver, je dirais, la nature de notre business. Mais ça a été difficile, compliqué. Honnêtement, je pense que dans tout ce que j'ai fait dans ma carrière, l'épisode Hong Kong a été un des plus compliqués, parce qu'on avait des clients compliqués. On avait beaucoup de clients en Chine, notamment en Chine continentale, et c'est des clients avec qui c'est encore plus difficile, parce que le choc culturel est encore plus profond. Et puis avoir un actionnaire américain et des employés hongkongais, en gros, tu pouvais pas faire plus grand écart. Donc arriver à aligner tout ça était difficile. Maintenant, on trouve des mécanismes qui permettent de fonctionner. La façon dont moi j'ai pu gérer la chose, c'est que j'ai recruté à un moment un producteur qui était d'origine de Hong Kong, mais qui avait grandi au Canada. Et donc lui, il avait une espèce déjà de double culture implémentée dans sa façon de travailler. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé comme mon canal de communication. C'est-à-dire quand j'avais besoin de faire passer certains messages à mes équipes, j'en discutais avec lui, je lui expliquais comment et pourquoi, et ensuite lui allait en cantonner
bouffer avec eux et puis leur expliquer voilà quelles étaient les prochaines étapes du plan de développement, comment est-ce que et en fait en utilisant un ambassadeur local qui avait cette double casquette, ça m'a permis de faire avancer à la fois les discussions et l'équipe et aussi avoir un feedback parce que un des gros enjeux c'est que comme ils veulent pas communiquer avec toi, t'es le boss, et ben ils me disaient jamais si avaient un problème, ils allaient jamais en mode confrontation. Ils allaient juste être frustrés. Donc, parfois, je lui disais, écoute, j'ai l'impression qu'il y a un tel ou un tel qui a pas l'air bien en ce moment. Est-ce que tu peux essayer de creuser? Et il revenait, il me disait, oui, il y a telle et telle chose qui vont pas. Donc, si tu veux, en fait, la conclusion, c'était que c'était très difficile de gérer les choses de façon aussi directe et frontale que ce que j'avais connu avant, que ce soit en France ou même en Australie. Même si les Australiens sont moins conflictuels que les Français, je dirais. Mais là, c'était vraiment poussé à un extrême. Donc, utiliser, en fait, comme un traducteur culturel, quelque part, a été je dirais, ma boîte de sauvetage. Ok. Oui, ces personnes qui ont ces double clé, on va dire, de culture pour pouvoir être un réel intermédiaire. La langue, en fait. Ouais. Le secret, en l'occurrence, t'avais l'aspect culturel, le fait que lui était hongkongais d'origine, mais aussi le fait qu'il parlait le cantonais. Parce que ça lui permettait d'avoir des discussions avec eux dans une langue dans laquelle ils étaient confortables et où ils perdaient pas la face. Alors que quand ils communiquaient avec moi, c'était dans un anglais dans lequel ils se sentaient pas toujours très à l'aise. Et du coup, ça créait encore plus une barrière, en fait, culturelle. Pour revenir sur le fil rouge de ta carrière, D'accord. qui a, je crois, commencé dans la photographie. Et après, tu t'es orienté vers les domaines, donc tout ce qui est graphisme, animation, 2D, 3D, des effets spéciaux, l'animation, jusqu'à aujourd'hui, les expériences immersives. Pourquoi est-ce que tu es allé dans ce domaine? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce domaine d'activité? Je pense que c'est une combinaison je dirais, de désir créatif. Moi, j'ai toujours aimé créer. La photographie, c'est venu presque naturellement parce que je faisais de la photo depuis que j'étais enfant, j'adorais ça. Et en fait, je me suis retrouvé père à 21 ans, ce qui est assez jeune. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des études. J'ai été très rapidement projeté dans le monde du travail, donc j'ai monté ma première boîte à 20 ans. Et puis, ce que je savais faire de mieux à l'époque, c'était la photo. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'en faire un métier. Mais en fait, ce que j'ai toujours aimé, c'est être impliqué dans un processus créatif et puis raconter des histoires. Je trouve que le storytelling, c'est une façon extraordinaire de communiquer. Puis c'est, je dirais, quelque chose de presque ancestral. Les hommes des cavernes se réunissaient autour du feu pour raconter des histoires ou des légendes spirituelles. Aujourd'hui, on se rassemble autour d'une télé ou d'un concert ou d'une pièce de théâtre, mais quelque part, le besoin de partager ensemble des émotions autour d'un événement, c'est quelque chose qui permet aux sociétés de fonctionner. Puis je pense que les hommes sont des animaux sociaux. Tu vois, le fait d'être ensemble, tu vois, le Covid nous a montré à quel point c'était dur de pas être ensemble. Donc, le fil conducteur de toute ma carrière, c'est d'abord, j'aime bien le milieu de l'entertainment parce que c'est un milieu qui est amusant. Tu vois, je pense pas que j'aurais été capable de travailler dans un bureau, par exemple, de faire un métier dont la finalité était juste l'argent ou le profit. J'ai toujours eu des aspirations plus, je dirais, fun. Et donc, j'ai toujours été vers des carrières où, j'avais l'impression de m'amuser, de contribuer à ce que la société soit un peu plus sympathique pour les êtres humains. Et puis, la troisième chose, c'est que le fait d'avoir régulièrement changé de secteur au sein de l'entertainment fait que j'ai été constamment en mode apprentissage. Encore aujourd'hui, chaque semaine, je rencontre des gens qui m'apprennent des nouvelles choses et je trouve ça hyper stimulant intellectuellement d'être constamment en mode découverte. Un peu comme vous faites votre voyage autour du monde pour être constamment en train de découvrir de nouvelles choses. Moi, je suis un collectionneur de premières fois. J'adore les premières fois. Je trouve qu'il y a rien de plus beau que faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. C'est cette espèce des papillons dans le ventre, tu sais pas à quoi tu vas t'attendre, et puis tu as toujours une surprise, elle peut être bonne ou elle peut être mauvaise. Mais je trouve que c'est le sel de la vie. On vit qu'une fois, il n'y a pas de remboursement à la fin si t'es pas content du voyage. C'est d'en profiter au maximum. Et ma façon à moi de vivre je dirais cette découverte
constante, c'est d'essayer d'accumuler le nombre de premières fois. Donc, d'où changement de pays, changement de culture, changement de boulot. Mais comme il faut quand même avoir un minimum de cohérence pour pouvoir avancer dans une carrière, j'ai choisi le secteur de l'interprète. Ne jamais rester dans sa zone de confort, toujours être en recherche de Il y a un peu de ça. ouais. Il y a un peu de ça. Ouais. Je m'ennuie très vite, donc. T'es pas resté dans ton confort, on va dire, dans quelque chose de linéaire, de classique. T'as besoin de toujours créer. Ouais, je pense qu'il y a une stimulation intellectuelle, le besoin de créer quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'apprendre, en fait, d'apprendre des autres, d'apprendre. Tu vois, si tu fais un travail répétitif qui est tout le temps le même, je pense que il y a un côté qui peut être extrêmement satisfaisant, dans le sens où tu as la routine qui est rassurante, mais mon cerveau est pas câblé comme ça. Moi, j'ai besoin si je fais trop souvent la même chose, je m'endors, et puis ça me plaît pas. Donc, j'aime bien secouer le cocotier. Ok. Comment est-ce que tu crées? Quelles sont les clés de la créativité pour toi? Ah, bonne question. Écoute, il y a plein de livres très bien sur le sujet. Ouais. Il y a plusieurs théories. Il y en a une que j'aime bien, qui est que la créativité, là où elle est la plus efficace, c'est à l'intersection de choses extrêmement différentes. C'est-à-dire, si tu prends, par exemple, un peintre, un mathématicien, un docteur et un garagiste et que tu les mets dans une pièce, ils vont être beaucoup plus à même de résoudre un problème que si tu prends 4 ingénieurs ou 4 mathématiciens ou 4 peintres. La créativité, elle arrive à la conjonction de différentes perspectives. Donc, ce que je trouve vraiment intéressant dans le métier créatif, c'est quand tu as des équipes hétérogènes, donc des gens de cultures différentes ou de pratiques différentes, qui vont regarder un problème créatif, que ce soit raconter une histoire ou créer une expérience, avec des angles très différents. C'est-à-dire, tu vois, si tu crées une expérience immersive pour enfants, tu vas amener une maîtresse d'école, et puis tu vas amener quelqu'un qui fait du dessin animé, par exemple, et puis peut-être tu vas amener quelqu'un qui représente le groupe des parents ou des grands-parents. En fait, chacun va avoir une attente et une perspective différente. Et je trouve la vraie créativité, c'est celle qui naît du mélange de toutes ces visions, de toutes ces perceptions. Maintenant, tu as des génies créatifs, des gens qui sont capables d'amener des choses que personne n'avait anticipées. Tu vois, les Steve Jobs de ce monde, les Picasso, etc. Eux, ils ont une espèce de flamme intérieure qui les pousse à tout le temps innover, amener des choses différentes, etc. Mais je pense que souvent c'est des êtres d'exception. C'est 1 sur 1 million. Et puis quelque part, c'est des gens qui ont, je pense, le cerveau un peu câblé différemment d'une autre. Mais pour je dirais, le commun des mortels, ce qui est extraordinaire avec la créativité, c'est qu'en fait, ça s'applique à tout. C'est-à-dire que tu peux être créatif dans tout ce que tu fais, dans ta cuisine, dans ta façon d'élever tes enfants, dans la façon dont tu promènes ton chien. Si tu as envie d'être créatif en promenant ton chien, tu peux changer de balade tous les jours. Donc en fait, la créativité, c'est aussi une façon d'être. C'est être constamment en mode réceptif, c'est-à-dire te nourrir de tout ce qui est autour de toi, et puis ensuite distiller ça pour utiliser derrière dans la création soit de nouvelles compagnies, soit de nouveaux services, soit de nouveaux produits, soit de nouvelles expériences. Mais à la fin de tout, c'est comment tu connectes avec des êtres humains. Ouais, ok. Comment tu la boostes, ta créativité? Ah ouais. Est-ce qu'il y a certains moments, tu vois, tu as un projet et quelles sont tes sources d'inspiration qui te permettent d'ouvrir ton champ des possibles? Il y a plein de façons de faire. Moi, celle que je trouve la plus efficace, c'est en fait quand tu démarres un projet, tu commences toujours par faire de la recherche. C'est-à-dire, tu vas aller explorer des choses reliées au sujet ou des choses pas nécessairement reliées au sujet. Mais en fait, la façon dont le cerveau fonctionne, c'est que la créativité, c'est que tu connectes des points les uns avec les autres pour résoudre un problème, en fait, quelque part. Et la façon dont tu vas pouvoir résoudre ton problème, c'est en le regardant sous le plus d'angles différents possible. D'où le fait de t'entourer de gens différents. Mais si tu essaies d'être créatif au niveau individuel, ça peut être juste à travers des lectures, à travers de la musique, tu vois. Essayer d'aller chercher dans différents secteurs des éléments qui vont nourrir et inspirer cette créativité. Et puis après, il y a un truc magique, une expression française, on dit dormir dessus. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que souvent, quand j'avais certains problèmes que j'avais du mal à résoudre, s'endormir en pensant au problème, souvent tu travailles avec un bout de la solution, pas nécessairement toute la solution,
Donc la créativité, je pense que c'est aussi lié au domaine du rêve. C'est être capable de connecter avec une certaine partie de ton cerveau qui n'est pas contrainte par une norme. Et donc être capable de libérer quelque part ta conscience des normes, c'est une façon aussi d'être créatif. Est-ce que tu peux me parler de Moment Factory, de ton poste en tant que directeur Asie-Pacifique, mais également de ce que fait l'entreprise, ce que vous délivrez comme solution, avec notamment un produit phare qui est votre parcours Lumina. Est-ce que tu peux m'expliquer Bien sûr. ce que tu fais chez Moment Factory? Alors déjà, Moment Factory, c'est un studio multimédia, donc c'est une compagnie qui existe depuis un peu plus de 20 ans, qui a démarré, l'histoire est assez amusante. Les deux fondateurs, Sachin Besset et Dominique Audet, à l'origine, ils faisaient des rêves parties à Montréal et ils faisaient du VJ. Donc à l'époque, c'était des diaporamas et puis des magnétoscopes, mais ils ont démarré en faisant en gros des effets visuels pour des fêtes musicales. Et puis ensuite, ils ont travaillé avec Cirque du Soleil et puis d'autres artistes. Et depuis le monde de la musique, ils ont ensuite commencé à servir d'autres, comme ils étaient très talentueux et ils ont su s'entourer des bonnes personnes. Le business s'est développé et ils ont fait ensuite des concerts avec Madonna, l'aéroport de Los Angeles, les parcours nocturnes Lumina. Donc c'est une société qui est passée de 3 gars dans un garage il y a plus de 20 ans à 450 personnes aujourd'hui à Montréal. Le siège est à Montréal, donc c'est là où on a toutes les ressources, donc le studio de production, les programmeurs, les producteurs, etc., l'admin. Et puis on a des petits bureaux qui sont plus des bureaux de représentation et un petit peu de production pour celui qui est à Paris. Mais donc on a une équipe à Paris, une équipe à New York, une équipe à Tokyo, 2 personnes à Singapour, et puis moi je suis aujourd'hui tout seul à Sydney. Alors la raison pour laquelle je me suis retrouvé à Sydney, c'est plus une raison familiale que le boulot. À l'origine, j'étais basé à Singapour, mais le Covid a un peu déraillé. Et la raison pour laquelle je suis dans cette région, en gros, c'est pour développer les affaires. Donc, mon travail, ça consiste à être l'ambassadeur de Moment Factory dans la région et l'ambassadeur de la région de Moment Factory. C'est-à-dire que toute la connaissance que j'ai acquis au travers des 15 années que j'ai passées dans cette région, à travailler avec le marché asiatique et Australie, Nouvelle-Zélande, ben, je le mets au service de mon entreprise. C'est-à-dire que j'aide mes collaborateurs à comprendre comment on travaille avec les différents types de clients avec qui on interagit, comment est-ce qu'on livre des expériences de qualité auprès des audiences qui sont très différentes les unes des autres. Un client singapourien, hongkongais, australien n'a pas du tout les mêmes attentes. Et ensuite, le type de projet qu'on fait, c'est très très vaste. On a la chance d'avoir un portfolio, on travaille auprès de plein de verticales, donc on travaille par exemple avec les parcs à thème, ou Disneyland, Universal Studios. En Asie, on en a travaillé au Japon, en Chine, à Hong Kong et à Singapour, avec des parcs à thème. On travaille avec les aéroports, ou ce qu'on appelle les transport hubs, donc les aéroports, les gares, où on crée les grandes expériences immersives, des écrans LED géants, etc. Beaucoup d'interactifs aussi. On travaille avec les musées, on travaille avec les centres de sciences, on travaille avec le secteur de la musique. Par exemple, en ce moment, on est en train de travailler avec un groupe de K-pop en Corée. Et puis, on a développé depuis une dizaine d'années nos propres projets immersifs. Donc, ça a commencé avec les parcours lumineux dans les forêts, qui s'appelle Lumina. On a ouvert plus de 25 dans le monde. Et puis, on a toute une nouvelle série de projets réplicables qui sont en train de se répartir. On a commencé avec un ici en Australie, qui ensuite allait en Nouvelle-Zélande, puis au Japon, puis à Milan, puis en Angleterre, et puis qui va ensuite aller aux États-Unis. Donc on fabrique des shows immersifs qui vont ensuite tourner dans le monde entier. Donc ça, c'est les shows en forêt, c'est des shows outdoor, en extérieur. Et puis on a commencé aussi à créer il y a quelques années des shows en intérieur, donc des shows, les sons et lumières dans des édifices architecturaux, comme les Invalides à Paris et puis la cathédrale à Montréal. On a créé des shows immersifs, on appelle des black box. Donc ça, c'est des expériences dans un univers fermé qui peut être un convention center ou une salle de musée.
Ça, c'est des expériences interactives multipièces. On en a un qui ouvre au mois de mars à Singapour, qui s'appelle Mirror Mirror, qui a déjà été présenté en Australie et au Canada. Donc, on a un portfolio en fait de projets très très large, avec en gros aujourd'hui une activité qui est à moitié une activité de service. Donc, des clients viennent nous voir et disent on veut créer un mur LED géant, aidez-nous à concevoir l'installation du contenu. Et puis nos propres expériences qu'on va soit vendre, soit exploiter en collaboration comme une joint venture avec des opérateurs. Comment est-ce que tu perçois le rapport de l'utilisateur dans ta carrière? Parce qu'en fait, tu fais partie de la photographie, où on est sur un support papier, on peut imprimer la photo. Ouais. Tu as basculé sur l'animation, on est sur un support plat également, mais mouvant. Après, tu es allé sur de la 3D, et là, aujourd'hui, tu es sur des expériences immersives, où là, c'est plus, on est sur un écran 3D, mais on est totalement dans l'environnement. Aujourd'hui, en ayant toute ton expérience qui va de la photographie aux expériences immersives, comment est-ce que tu fais pour transmettre des émotions? Écoute, c'est une super bonne question et c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que nos expériences fonctionnent quand elles sont véhicules d'émotions. Si tu fais une expérience où les gens ressentent rien, et que cette expérience soit une expérience immersive ou un film ou un livre ou une photo, si derrière tu génères pas une réponse émotionnelle auprès de ton spectateur, t'as raté ton coup. Et souvent, un film qui connecte pas au niveau émotionnel, il va pas faire le nombre d'entrées. En fait, la façon dont tu mesures le succès, dans l'industrie des expériences immersives, c'est le nombre de ventes de billets. Ça, c'est un bon élément pour mesurer ton succès. Mais tu as aussi un autre élément qui est hyper important, c'est en fait la façon dont les gens vont évaluer l'expérience. Donc tu vas sur Google Review, sur les plateformes de distribution. Souvent, les gens laissent des commentaires. Les gens aiment beaucoup laisser des commentaires et donner leur avis. Quand ils aiment, ils le disent. Quand ils aiment pas, ils le disent aussi. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous quand on livre nos expériences. On est très attentif aux commentaires des gens qui visitent, surtout dans les premières semaines. Et quand on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas bien, qui pourraient être améliorées, on agit dessus instantanément. C'est-à-dire on corrige très très vite. Donc quand on ouvre une nouvelle expérience, en général, on a une période de test. On fait beaucoup de prototypage déjà. Okay. Pour tous les aspects, par exemple interactifs, on va créer des prototypes dans notre warehouse, dans notre siège social, dans une espèce de black box où on va tester, on va faire venir des enfants, des adultes, etc. On va leur demander d'interagir et puis on va noter les réactions et améliorer, donc faire de l'itératif. Quand on est relativement satisfait du résultat, on implémente. Et ce qu'on fait, c'est que, par exemple, pour un show Luminum, la semaine avant l'ouverture du show, on va faire plusieurs nuits de tests. On va faire venir des groupes de gens. Donc, par exemple, la première nuit, on va faire venir 50 personnes, la deuxième nuit, 100 personnes. Et puis, on va monter comme ça en capacité jusqu'à la capacité maximum du show pour voir le flow le flow humain, tu vois. Comment est-ce que les gens se promènent dans le chemin? Où est-ce qu'ils s'arrêtent? Combien de temps ils s'arrêtent? Pourquoi ils s'arrêtent? On leur fait répondre à des questionnaires. Et en fait, cette communication constante entre nos utilisateurs et nos créateurs, c'est ce qui nous permet, de s'assurer que les gens ont un show de qualité. Et puis deux, ça nous permet aussi d'apprendre en continu. C'est-à-dire que même si on en a fait 25, au numéro 26, on continue d'apprendre des choses. Parce que les gens évoluent, parce que les shows évoluent, parce que en fonction de l'endroit où tu le fais, tu vois, que ce soit au Japon ou en Angleterre, les publics vont pas avoir les mêmes comportements. Donc, ce qui est hyper important, en fait, c'est d'être à l'écoute. Si tu penses que, tu vois, ton show, il est génial et que tu le pousses sans vraiment tenir compte de ce que les gens aiment ou n'aiment pas, t'as quand même une chance sur deux de te planter. Encore une fois, à moins que tu sois un génie. Mais d'une façon générale, c'est hyper important d'essayer de comprendre ton audience. Et puis, nous, on fait des expériences qui sont très multi-groupes, c'est-à-dire ça marche aussi bien avec les enfants qu'avec les grands-parents, et puis tout ce qui est entre les deux. Donc, on essaye d'être aussi relativement universel. On peut pas plaire à tout le monde. T'as toujours un 5 à 10% de gens qui disent j'aime pas ou c'est pas mon truc, et c'est parfaitement normal. Mais pour, je dirais, les 80-90% de gens qu'on espère satisfaire, on essaye du mieux que possible de répondre à toutes les attentes. Donc, ça vient avec certains compromis. Tu vois, un très bon exemple, c'est là, dans nos expériences immersives, on essaye, dans la mesure du possible, de pas avoir de choses écrites, trop écrites,
Parce qu'à chaque fois que tu changes de pays, ou si t'es dans un pays où il y a des gens qui viennent de l'étranger, bah, si tout est dans une langue, quelque part, tu vas isoler certaines personnes. Donc, on essaye d'utiliser la musique, l'image, les effets spéciaux. Il y a beaucoup de notre travail qui se passe, comme on travaille la lumière, souvent, on fait ça de nuit ou dans des lieux sombres. Donc, on crée des expériences qui sont immersives par nature parce que t'es guidé par la lumière et le son. Du coup, c'est à la fois génial et en même temps, c'est aussi dangereux parce que il faut que tu prennes en compte la sécurité, le fait que certaines personnes peuvent être désorientées, etc. Mais au bout de tout, que ce soit pour une photographie, une expo photo ou une expérience immersive, à la fin, ce que tu essayes de faire, c'est de créer une connexion avec les gens, de raconter une histoire ou de créer un moment où ils vont fabriquer un souvenir en commun ou à titre individuel. Et il n'y a rien de plus difficile que ça. Et parce que c'est difficile, c'est intéressant et excitant. Parce que quand il y arrive, quand on fait l'ouverture d'un show et que tu vois le visage d'un enfant émerveillé ou que tu entends des gens qui discutent en sortant du show en disant « Waouh, c'était la meilleure expérience que j'ai jamais vue », tu as un sentiment de fierté extraordinaire parce que quelque part, tu as donné un petit peu de bonheur à des gens. Et quand on travaille dans l'entertainment, c'est un peu ça qu'on cherche. On cherche à donner du bonheur. Connecter et provoquer des émotions, c'est vrai que c'est deux choses qui sont reliées aux individus et qui sont pas toujours évidentes, comme tu dis. Et ça demande énormément de travail derrière. Et comment est-ce que vous faites pour sonder et savoir est-ce que vous avez des leviers qui peuvent, vous savez, vous provoquer des émotions Alors en fait, dans toutes les expériences qu'on crée, on a ce qu'on appelle la courbe émotionnelle. C'est-à-dire que tu pars d'un point A et puis tu arrives à un point B, mais entre les deux, on va créer des moments dynamiques, des moments plus doux, des moments où on peut utiliser certains types d'émotions, la peur, la surprise, la joie, l'excitation. Et en fait, nos créatifs sont, je dirais, extrêmement talentueux et le fait qu'ils en aient fait énormément dans plein de secteurs d'activité, le fait qu'on travaille avec des aéroports, des parcs à thème, des musiciens et des forêts, fait que on est constamment exposé à une multitude de profils, d'environnements. Et en fait, cette richesse, encore une fois, on en revient à c'est quoi la créativité? C'est la conjonction de plein de différents angles de vue qui se percutent à un moment et qui créent cette espèce de petite étincelle. Et en fait, je pense que un des succès de Moment Factory, ça vient du fait que nos artistes ont travaillé dans plein de domaines, sur plein de projets, et ils ont en fait accumulé une espèce de savoir-faire qui leur permet d'avoir une intuition un peu plus affûtée que des gens qui n'auraient travaillé que dans un seul secteur. Et puis, c'est quelque chose, ils sont constamment en train de se nourrir. Chaque nouvelle expérience leur alimente en fait cette créativité. Et donc, il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout. Mais je pense que les créatifs de Moment Factory ont un coup d'avance par rapport à d'autres. Parce que d'abord, ils ont la chance de travailler sur des projets extraordinaires, que ce soit la Sphère à Las Vegas ou les forêts au fin fond du Japon dans un parc national. C'est aussi des situations qui sont extrêmement riches pour eux. Donc, les émotions que eux ressentent, quelque part, elles sont ensuite transmises dans leur travail. Donc, il y a aussi ça, c'est dans les industries de l'entertainment, si les gens qui travaillent sur les projets ont du plaisir, l'expérience va provoquer plus de plaisir. Et tu vois, moi, je l'avais vécu notamment à l'époque où je produisais du dessin animé. On avait travaillé sur un projet absolument génial qui était l'adaptation d'un site éducatif pour enfants pour faire un dessin animé. Et l'équipe que j'avais était probablement une des meilleures équipes que j'ai jamais. C'était des gens hyper talentueux, aucun ego, qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et qui avaient un plaisir à travailler ensemble. C'était absolument magnifique. Et le résultat, la série qu'on a produite à l'époque, était un petit bijou. Parce que chaque image de cette série, tu sentais la joie que les créateurs qui avaient travaillé dessus, que ce soit les scénaristes, les storyboarders, les animateurs ou la personne en charge de la musique, tout le monde s'entendait bien, tout le monde avait du bonheur à faire ce projet et ça se sentait. Et tu vois, c'est comme la cuisine, par exemple. Si tu as du bonheur à faire, je sais pas, un gâteau, une pizza, etc., et que tu mets tout ton cœur, ben, elle va avoir un petit quelque chose en plus. Alors que si tu es juste là à répéter comme un robot une recette mécanique, je pense que t'auras pas le même ressenti, en fait, par rapport
au résultat final. Elle est intéressante cette notion qui étudions l'engagement au travail à travers les cultures et à travers le monde, de se dire que là, ce que tu identifies, c'est vraiment la partie passion et plaisir. Je prends du plaisir dans mon travail et du coup, c'est parce que je prends du plaisir dans mon travail que je vais savoir également retranscrire une émotion, parce que j'ai l'intime conviction qu'en travaillant de cette façon-là, je ressens cette émotion et donc je vais la créer pour la faire ressentir aux spectateurs de la même façon que moi je la ressens. Ouais, en fait, tu es connecté à tes propres émotions et du coup, tu peux véhiculer ces émotions vers ton public. De la même façon que j'espère que tu prends du plaisir à faire toutes ces interviews pour ton podcast. Les gens qui les regardent ont aussi du plaisir. Ouais, tout à fait. Ok. Oui, c'est vrai que c'est le but de ces podcasts, c'est de se dire qu'à chaque fois que on passe une heure avec, enfin, que je passe une heure avec un invité, oui, il y a un réel plaisir de partage, d'apprentissage. J'espère que ça se ressent à travers ces épisodes. Je pense que quand tu aimes ce que tu fais, c'est pas du travail. Ouais. Oui. Et le plus dur, c'est de trouver justement ce que t'aimes faire pour que justement tu ne travailles pas toute ta vie et que justement tu sois passionné au quotidien et que ton travail soit finalement une passion. Il y a une nouvelle technologie qui arrive actuellement. On parle beaucoup d'IA, enfin le monde évolue. Comment est-ce que tu penses que ton secteur d'activité va évoluer et se transformer dans les années à venir? Notre facteur, on a une chance inouïe, c'est qu'on a une approche de l'innovation qui est extrêmement aventureuse. Donc, on a un département R&D qui est constamment en recherche et, je dirais, en évaluation de ces nouvelles technologies. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, ou parfois même avant que ce soit sorti, les constructeurs de ces technologies viennent vers nous en nous demandant de les tester. Donc, on a une situation privilégiée, c'est que nos ingénieurs, nos créatifs sont exposés très tôt à ces nouvelles technologies. L'intelligence artificielle en fait partie. Donc, nous, très tôt, on a commencé à regarder. Et c'est inévitable, c'est le sens de l'histoire. Tu peux pas nier ces évolutions, donc il vaut mieux les embrasser. Et puis, plus vite tu les embrasses, plus vite tu les maîtrises. Et plus vite tu les maîtrises, plus vite tu peux les mettre à ton service. Donc, la façon que nous, on perçoit ces nouvelles technologies, c'est on a une trousse à outils. Et puis, c'est un des nouveaux outils qu'on peut aller acheter au magasin pour, tu vois, comme tu irais acheter un pinceau ou un crayon si t'es peintre ou dessinateur, l'AI fait partie de ces nouveaux outils. Donc, on a des équipes qui ont testé, qui ont regardé comment l'implémenter dans nos expériences, qui ont regardé aussi comment, encore une fois, comment créer de la connexion et de l'émotion en utilisant ces outils-là. Et nous, en fait, il y a trois axes principaux qu'on applique déjà. Un, l'AI, on l'utilise pour améliorer nos process internes. Donc, tout ce qui est tâches répétitives qui peut être, je dirais, facilité ou accéléré par des outils AI, que ce soit la prise de notes dans Zoom ou créer des templates à partir d'un certain nombre de paramètres. On est en train d'implémenter ça au fur et à mesure dans le project management. Tout ce qui est recherche artistique, les créatifs, t'as des créateurs qui disent l'AI nous vole notre travail. C'est vrai. Il faut être hyper conscient que l'AI utilise l'ensemble de ce qui est disponible ou accessible en ligne pour créer en fait ces simulations. Maintenant, tu peux essayer de battre contre ça, ou alors tu peux essayer de l'utiliser à ton avantage. Nous, la façon dont on le gère, c'est tout ce qui est recherche. Quand on fait de la recherche d'idées, du concept, les créatifs vont utiliser l'AI pour rapidement prototyper des idées. Donc, tu implémentes des idées en langage naturel ou en utilisant des images, et puis ça te permet d'avoir assez rapidement une prévisualisation de là où tu veux aller. Mais après, pour pouvoir arriver à un résultat contrôlé et tangible, il faut que tu aies un esprit créatif. C'est-à-dire, il faut que tu saches ce que tu cherches à obtenir. Parce que si tu veux juste taper un éléphant rose avec des ailes, tu vas avoir un éléphant rose avec des ailes. Mais après, si tu veux qu'il soit dans le bon environnement, avec la bonne lumière, et que l'image finale que tu essaies d'obtenir, elle ait un sens créatif par rapport à ton projet, là, c'est un vrai travail. Et c'est un vrai travail qui mélange la technologie et la créativité. Donc ça, c'est, je dirais, la deuxième façon qu'on a d'utiliser l'AI, c'est pour, en gros, soutenir, c'est un outil plus dans la trousse à outils de nos créatifs. Et puis le dernier aspect, c'est on utilise la technologie en elle-même dans certaines de nos installations. Par exemple, on a créé un photomaton AI où les gens peuvent se faire prendre en photo
en individu ou en groupe. Et puis, on a tout un système de prompt en cascade qui va prendre leur visage et la position de leur corps et qui va transformer ça dans une image rigolote qui peut être chevalier du Moyen-Âge, pirate des Caraïbes, funky des années 80. Et en gros, on fabrique quasiment on the fly une image amusante à partir d'une photo prise. Donc, c'est un peu un photomaton sous stéroïde quelque part. Donc, on embrasse ces technologies, mais après, au bout du compte, si tu veux, le processus créatif reste un processus dans lequel il faut que tu aies de l'être humain, parce que justement, l'aspect émotionnel peut pas être deviné par une machine. C'est-à-dire que la machine, elle est capable de répondre à un certain nombre de paramètres, mais elle n'est pas capable de te créer une émotion humaine, tout simplement parce qu'elle n'a pas cette émotion. Donc en fait, je pense que malgré les enjeux de copyright liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les domaines créatifs, il y a quand même une barrière qui aujourd'hui me semble encore infranchissable. C'est justement ce qui fait de nous des êtres humains, c'est notre capacité à ressentir des émotions, à véhiculer des émotions et à exprimer ces émotions à travers une création. Quel était le meilleur conseil que tu t'es donné dans ta carrière? Ah, c'est une bonne question ça. Écoute, j'ai un de mes collègues préférés, qui est un producteur senior canadien-français, et il dit quelque chose que je trouve tout à fait juste et qui s'applique, je dirais, pas seulement au monde professionnel, mais au monde personnel. Il dit, la nature nous a donné 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles et une bouche. La raison, c'est que tu dois parler 2 fois moins que tu regardes, écoutes ou sens. Et je pense que c'est certainement un des meilleurs conseils. C'est quoi que tu fasses, si tu es tout le temps en train de parler, ben quelque part, tu apprends même. Donc moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de fermer ma gueule et puis d'écouter les autres, parce que c'est comme ça que tu peux apprendre, ou en tout cas faire parler les autres, les observer, et puis tu vois, en secourisme, tu sais, quand tu fais des cours de... Les premiers secours? Les premiers secours, voilà, merci. Donc, quand tu fais les premiers secours, ici, ils ont une méthode, ils disent, quand tu te retrouves avec un patient, quelqu'un qui a perdu conscience, les 3 premières choses que tu fais, c'est look, listen and feel. Et ben, dans la vie, je dirais, professionnelle ou personnelle, quand tu es dans n'importe quelle situation, la première chose que tu devrais faire, c'est ça. Look, listen and feel avant de parler. Et je pense que notre plus gros enjeu, c'est souvent d'être trop bavard et pas assez à l'écoute. Voilà, mon meilleur conseil, c'est de fermer sa gueule. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui t'accompagne dans ta vie? Oui, il y a une belle citation de Saint-Exupéry qui est « Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité ». Mais je dois t'avouer que j'ai mis tous mes efforts pour essayer d'y coller le plus possible. Okay. C'est pas toujours facile, ouais, mais c'est une bonne façon de conduire son destin. Quel est ton indispensable? Mon indispensable, je dirais, c'est l'océan. Si vraiment j'ai une mauvaise journée ou qu'il me va pas bien, je vais me tremper dans la mer et ça lave tout le stress. Donc voilà, ma happy place, c'est d'être dans l'eau ou sur l'eau. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver? Me retrouver LinkedIn, c'est souvent la plateforme la plus appropriée au niveau professionnel, et puis sinon par email ou par téléphone, WhatsApp. Ok, super. Moi je mettrai le lien de ton profil LinkedIn. Ouais, avec plaisir. Et puis il y a une chose que j'aime beaucoup faire, enfin en prenant de l'âge et de l'expérience, on a envie de redonner. Et donc moi j'ai commencé à faire du mentoring depuis quelques années. Et donc s'il y a des gens qui ont besoin d'aide ou de conseils et que ils ont envie de connecter avec moi, qu'ils soient pas timides, parce que je suis toujours heureux de pouvoir partager ce que j'ai appris et puis d'aider la nouvelle génération à percer dans les industries créatives. Super. Merci beaucoup pour ton temps, Jérôme. C'était un vrai plaisir. Un plaisir d'échanger avec toi sur tout l'aspect créatif et ce monde. C'est vrai que c'est la première fois que je tourne un épisode avec quelqu'un qui est spécialisé plutôt sur la partie expérience immersive, animation 2D, 3D. Donc je te remercie d'avoir partagé ton expérience de ce secteur-là. Je t'en prie. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet échange, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.